L'eau, on la voit partout, elle est tellement essentielle qu'on finit presque par l'oublier. Vue du ciel, notre planète en est couverte, une abondance bleue qui définit notre monde. Mais cette image, elle cache une réalité bien plus complexe et bien plus fragile. Vue de l'espace, c'est vrai que l'image est saisissante. La Terre, c'est la planète bleue, recouverte à plus de 70% par les océans. Cette vision nous donne une impression de richesse, presque inépuisable. Mais c'est une illusion, parce que la vérité, elle, se cache dans les chiffres. Alors voilà, ce chiffre, 97,5%, c'est vraiment la clé de tout. C'est le pourcentage de toute l'eau sur Terre qui est salée. Une eau qu'on ne peut ni boire, ni utiliser pour l'agriculture. Le paradoxe est là. On est entouré d'eau, mais on mourrait de soif au milieu de l'océan. Et ce graphique, il nous montre ça de manière hyper claire. Regardez cette toute petite part de 2,5%. C'est tout ce qu'on a comme eau douce. Pour se faire une idée, si toute l'eau du monde tenait dans une bouteille d'1 litre, l'eau douce disponible ne représenterait que quelques gouttes à peine. Toute la vie sur Terre dépend de cette infime fraction. Alors, voilà le programme de notre exploration. D'abord, on va percer cette grande illusion de l'eau. Ensuite, on suivra son incroyable voyage à travers le cycle planétaire. On verra comment elle se répartit dans des bassins versants, comment ces rythmes façonnent les paysages, et enfin, pourquoi l'eau, c'est tout simplement la vie. Allez, on attaque la première partie. Si seulement 2,5% de l'eau est douce, où est-ce qu'elle se trouve exactement? Et là, la réponse est encore plus surprenante. Et là, ça devient vraiment intéressant quand on zoome sur ces fameux 2,5%. On découvre qu'en fait, presque 69% de cette eau douce est gelée, piégée dans les glaciers. Un peu plus de 30% se trouve sous terre, ce qui nous laisse avec une part minuscule, 0,3%, vraiment accessible dans les lacs et les rivières. Donc le point crucial à retenir, c'est que l'eau douce qui est réellement disponible pour nous, elle est extraordinairement rare. Bon, maintenant qu'on a vu ça, comment est-ce que cette ressource si précieuse bouge? Comment cette petite fraction d'eau douce est-elle constamment renouvelée et distribuée? Eh bien, c'est le rôle d'un gigantesque moteur planétaire, le cycle de l'eau. Ce cycle, il faut l'imaginer comme le système circulatoire de la Terre. Et son moteur, c'est le Soleil. L'énergie solaire fait s'évaporer l'eau des océans. Cette vapeur est transportée par les vents au-dessus des continents, où elle se condense et retombe en pluie ou en neige. Une partie s'évapore de nouveau, et le reste s'écoule dans les rivières pour, à la fin, retourner à l'océan. C'est un voyage perpétuel. Mais ce qui est fou, c'est que ce voyage ne se fait pas du tout à la même vitesse pour toutes les molécules d'eau. Ce tableau est fascinant. Il montre qu'une goutte d'eau peut passer 1 semaine et demie dans l'atmosphère, mais elle peut aussi rester piégée des dizaines de milliers d'années dans une nappe souterraine, ou même des centaines de milliers d'années dans une calotte polaire. C'est incroyable. On a vu que l'eau circule, ok, mais sa répartition est tout sauf uniforme. Pour comprendre où elle va et pourquoi certaines régions sont luxuriantes et d'autres complètement arides, il faut descendre à une échelle plus locale, celle du bassin versant. Alors un bassin versant, c'est quoi au juste? En fait, c'est très simple. Imaginez une grande cuvette. Toute l'eau qui tombe à l'intérieur finit par se rejoindre en un seul point qu'on appelle l'exutoire. Chaque rivière a son propre bassin versant. C'est vraiment le territoire naturel de l'eau. Et bien sûr, tous les bassins versants ne sont pas logés à la même enseigne, loin de là. La circulation atmosphérique globale crée des zones très arrosées, comme les régions équatoriales, et à l'inverse, des ceintures de désert autour des tropiques. C'est ce que montre parfaitement cette carte. Et c'est cette distribution inégale qui est à l'origine de l'incroyable diversité des paysages de notre planète. Maintenant, on va aller encore un peu plus loin, parce que la question, ce n'est pas seulement où l'eau tombe, mais aussi quand elle est disponible. Chaque fleuve a sa propre personnalité, son propre rythme, fait de hautes et de basses eaux. Comparons 2 régimes très différents. D'un côté, un fleuve équatorial comme l'Amazone. Son débit est colossal, mais il est remarquablement stable toute l'année. C'est un géant tranquille. De l'autre, un fleuve au climat beaucoup plus contrasté, de type méditerranéen. Il peut n'être qu'un filet d'eau en plein été, avant de connaître des crues violentes à d'autres saisons. C'est un rythme d'abondance et de pénurie. Et on peut trouver des régimes encore plus extrêmes. Prenez la Kolyma, en Sibérie. Pendant 6 mois d'hiver, son débit est quasiment nul, le fleuve est gelé. Puis au printemps, c'est une crue brutale, massive. À l'opposé, le fleuve Chari en Afrique, dont le sort est complètement dicté par la mousson. Un débit très fort pendant la saison des pluies et très faible le reste de l'année. Chaque fleuve danse vraiment au rythme de son climat. Et parfois, tout ce bel équilibre est complètement chamboulé par des phénomènes climatiques à très grande échelle. Le plus connu, c'est El Niño.
En temps normal, les eaux chaudes sont poussées vers l'ouest du Pacifique. Mais lors d'un épisode El Niño, hop, cette mécanique s'inverse. Les eaux chaudes refluent vers l'Amérique du Sud et ça provoque des inondations catastrophiques là-bas et des sécheresses de l'autre côté de l'océan. Ça montre à quel point tout le système est interconnecté. Allez, dernière partie. On va maintenant connecter tous les points. L'eau, ce n'est pas juste un volume ou un débit. C'est une force créatrice qui sculpte les paysages et qui est le fondement même de la vie. L'eau sculpte la terre, littéralement. En s'écoulant, elle arrache et transporte des sédiments. Regardez ces chiffres, c'est juste hallucinant. La Seine transporte moins de 0,2 kg de sédiments par mètre cube. Le Huanghe en Chine, le fameux fleuve jaune, lui en transporte 34 kg. C'est plus de 20 fois la charge du Nil. C'est cette force-là qui a sculpté nos vallées, nos plaines et nos deltas. Et bien sûr, là où il y a de l'eau, il y a la vie. Une explosion de vie même. Les cours d'eau forment des hydrosystèmes d'une richesse incroyable. L'isolement des bassins favorise même l'apparition d'espèces uniques. L'Amazone, par exemple, abrite plus de 1800 espèces de poissons qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Ces milieux ont une capacité naturelle à se purifier. Mais attention, cette résilience est fragile. Elle a ses limites. Et ce schéma final, c'est un peu le résumé parfait de tout ce qu'on vient de voir. Il montre un bassin versant dans son intégralité, de la neige sur les montagnes à l'eau qui s'infiltre pour recharger les nappes souterraines qui ruissellent à travers les champs et les villes pour finalement rejoindre la mer. Tout est connecté, le cycle de l'eau, l'activité humaine, la géologie, les écosystèmes. Alors, en comprenant à quel point tout est interconnecté, de la simple goutte de pluie jusqu'à l'océan, la question qu'on peut se poser, c'est comment peut-on, à notre échelle, mieux penser et mieux gérer ce système vital, ce bassin versant qui est notre maison commune? C'est la réflexion que nous laisse cette exploration de la ressource la plus précieuse de notre planète.